Salut à toutes et à tous. Merci de regarder cette interview. Aujourd'hui, nous recevons Haman Mana. Il est journaliste, directeur de publication du journal Le Jour. Il est le président de la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun. Haman Mana, merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci. La presse camerounaise est en deuil. Le 17 janvier, l'animateur radio Martinez Zogo a été kidnappé. Son corps a été retrouvé 5 jours plus tard, mutilé. Était-il menacé? Oui, il était menacé. En dehors du fait qu'il l'ait dit lui-même dans ses programmes, il a dit plusieurs fois, vous vous souvenez, vous allez seulement me tuer, vous allez seulement me tuer. Il me l'a avoué à moi personnellement. Hein. Il me l'a avoué personnellement la veille de son décès. Nos bureaux ne sont pas loin l'un de l'autre. Il est descendu dans mon bureau, il m'a dit, ils vont me tuer, ils vont me tuer. J'ai dit, mais pourquoi ils vont te tuer? Non, parce que je dénonce leurs histoires et tout. Et il m'a dit, d'ailleurs, au passage, après moi, ce sera toi. J'ai dit, bon, si tu es un blagueur, vous êtes en train de... Et puis, bon, après cet entretien, il est sorti. Et bien, ce qui est arrivé est arrivé. Donc, il y avait des menaces claires. Il l'affirmait, il le disait à tout le monde. Il était menacé par qui et pourquoi? Les gens qu'il dénonçait, bien entendu. Les gens qu'il dénonçait, c'est de notoriété publique. Il dénonçait M. Amourou Belinga avec la pluie de marchés publics, les marchés incroyables de choses et puis des livraisons. Je ne sais pas si elles étaient fantaisistes ou pas fantaisistes, mais de toute façon, il y avait des documents liés à cela, des documents qui ont même circulé sur le net. Donc Martinez, dans ses programmes, il le disait, il l'a avoué à des gens, dont moi, et entre autres. Donc, c'était une autorité publique. Et voilà. Et le jour de malheureusement, le jour de son décès, non, pas non, le jour où on l'a attrapé, où on l'a kidnappé, il a essayé, tout le monde le sait, tout le monde connaît le scénario. Il a essayé de rentrer dans une gendarmerie. Et il n'a pas pu rentrer dans la gendarmerie, dans l'enceinte de la gendarmerie. Maintenant, ses assaillants l'ont extirpé de sa voiture. Et l'ont amené pour faire ce que tout le monde a pu constater. C'est quelque chose d'assez... c'est absolument... horrible. Oui. On va revenir sur le cas Martinez Zogo, mais il y a un autre homme de médias, Jean-Jacques Olabébé, qui a été retrouvé mort dans des circonstances non encore élucidées. Est-ce que vous en savez un peu plus sur cet autre décès? Est-ce qu'il y a un lien avec l'affaire Martinez Zogo? Non, j'en sais ce que j'ai vu sur le compte rendu des médias. De toutes les façons, quelques jours avant, il était en train toujours de parler, il parlait toujours de la même affaire. Et puis il s'exprimait sur la même affaire. Et avant que cela arrive, ça fait quand même un bilan terrible. Qu'en une dizaine de jours, 2 personnes comme ça, soit 2 journalistes, tombent dans le même pays, dans des circonstances aussi floues, ça donne le froid dans le dos, ça fait peur. Tout à fait. Alors, après la découverte du corps de Martinez Zogo, vous, en compagnie de quelques journalistes, vous avez rencontré les autorités, dont le ministre de la Communication. Tout à fait. Vous avez parlé de quoi? Qu'est-ce que vous êtes dit? Oui, disons que au lendemain de la découverte de la dépouille de Martinez, en tant que président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, j'ai demandé une audience que m'a accordé le ministre de la Communication. J'étais accompagné de quelques éditeurs et de quelques aînés dans la profession. Bon, on est allé le voir et nous avons exprimé déjà ce qui était notre sentiment, déjà notre consternation et en plus le besoin de justice qu'il y avait dans cette affaire. Fort opportunément, d'ailleurs, le ministre de la Communication, René Sadi, nous a dit que la justice passera. Il a exactement dit ceci, la justice républicaine passera. Il a utilisé ces termes-là. Et quelques jours plus tard, bon, il y a des suspects qui ont été arrêtés. Les arrestations ont continué. Ces suspects sont toujours en exploitation au CED. Ben, on attend ce qu'il va en sortir. Nous attendons ce qu'il va en sortir. Voilà à peu près. Bon, vu le profil quand même
des personnes qui ont été mises en cause directement ou indirectement, en tout cas ceux qui sont détenus. On se dit que la vérité est en route et nous attendons peut-être si c'est suite à une procédure. Bref, on attend. Avez-vous l'impression que les assassinats de Martinez Zogo, Jean-Jacques Paula Bébé, est-ce que ces affaires ont déteint sur le travail des journalistes au Cameroun? Est-ce que vous avez le sentiment que les journalistes, vos confrères, ont peur de faire désormais leur travail ou d'évoquer certaines affaires? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Qui n'aurait pas peur. Vu le message laissé par les assassins de Zogo est clair. Ouais, ceux qui vont essayer vont... Donc, les peurs sont... La peur s'est installée. Ouais, la peur s'est installée. Et la peur s'est installée parce que vous n'avez pas affaire au gouvernement, en tant que gouvernement de la République du Cameroun, mais vous avez affaire à des groupes qui utilisent les moyens de l'État pour régler des affaires mafieuses. On dit que la main qui a assassiné, c'est peut-être celle d'un militaire, d'un gendarme, d'un homme en tenue, mais elle a été commanditée, elle a été stipendiée par quelqu'un qui n'a rien à voir officiellement avec la force publique. L'État a peut-être le droit d'exercer la violence, mais l'État exerce la violence dans un certain cadre, avec des normes qui sont connues. Mais ici, il est question de règlement de comptes mafieux avec les moyens de l'État. Donc c'est ça qui fait la peur. Ça fait la peur parce que on est dans une situation où l'uniforme du policier ou du gendarme ne rassure plus les citoyens. Vous ne savez pas si l'arme du gendarme va être retournée contre vous parce que le gendarme a été payé pour cette tâche par quelqu'un. Donc, la peur d'autant plus qu'il y aurait une liste de journalistes assassinés qui circulent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La liste des... Oui, c'est une liste où les gens ont quelque chose en commun. La liste, c'est les gens ont quelque chose en commun. Tous ceux qui sont sur cette liste, c'est les gens qui ont pris sur eux, qui ont eu... Je ne trouve même pas si c'est le courage, non. Nous traitons de l'actualité comme elle est. Comme nous n'avons pas... Il n'y a pas une actualité qui nous fait peur, non. C'est l'actualité de notre pays. Et puis, parler de corruption. Parler de corruption dans la République du Cameroun, c'est une chose tellement courante. C'est une chose tellement courante. Il n'y a pas de corruption dont on peut avoir peur. Il n'y a pas des procès. Il n'y a pas de procès dont nous devons avoir peur. Je me souviens en décembre, lorsque le jour a fait sa première une sur les histoires, sur cette histoire. C'était la déclaration d'une responsable des impôts qui disait que, oui, de toutes les façons, depuis toutes ces années, vous avez reçu près de 36 milliards du gouvernement. Ça, c'était une déclaration faite au tribunal par une responsable des impôts qui se défendait, elle aussi, après avoir été attaquée par ce groupe-là, le groupe d'anecdotes pour ne pas les citer. Voilà. Oui. Le président camerounais Paul Biya a prescrit une enquête qui se déroule. Vous l'avez d'ailleurs dit, des personnes ont été interpellées dans ce cadre. Est-ce que vous avez espoir que cette enquête va aboutir et que les responsables seront punis? On a connu d'autres enquêtes par le passé qui n'ont pas forcément produit des résultats attendus. Ben, écoutez, ça commence à traîner quand même. Ça commence à traîner. Ça commence à traîner, on attend que quelque chose en sorte. Hein, on est quand même... on arrête des gens... Des investigations. Oui, mais ça... Nous ne demandons pas que les choses soient bâclées, mais les gens veulent comprendre. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. On a besoin d'être rassuré de ce que la sécurité va pouvoir être établie. On a besoin de savoir que l'État, par ses moyens, protège ses citoyens. On a besoin de savoir cela. Sinon, on est dans une atmosphère qui est extrêmement lourde. On est dans une atmosphère très très lourde. Quand vous sortez de chez vous le matin, vous ne savez pas ce qui va vous arriver.
ne savez pas ce qui va arriver à vos enfants. Vous savez pas. C'est extrêmement difficile. On ne peut pas être dans un pays où le gendarme, au lieu de rassurer, fait peur. C'est quand même incroyable. Oui. Alors, la presse camerounaise a ses problèmes économiques, professionnels, et cette affaire vient en rajouter. Hein. Donc, les journalistes ne se sentiraient plus en sécurité. Qu'attendez-vous désormais des autorités, au-delà de ce contexte, de cette conjoncture, pour que les autorités aident la presse à être forte, à jouer pleinement son rôle d'information? Vous savez, depuis les années 90, la presse fait partie des secteurs de la vie publique camerounaise qui ont acquis par eux-mêmes, par les luttes sociales qu'il y a eu ces années-là, une forme d'indépendance. On a obtenu la fin de la censure. On a pu obtenir, bon, la pénalisation, la dépénalisation des délits de presse, on n'a pas pu l'obtenir. Mais si on regarde bien, on va constater que on avait une presse vigoureuse, avec 6 à 7 quotidiens à un moment donné, avec des tirages conséquents. Et peu à peu, c'est vrai que le contexte économique s'est détérioré, mais on voit aussi très très bien que par un certain nombre de manœuvres, le pouvoir en place s'est arrangé pour que il ne se fasse pas il ne se mette pas sur pied une presse qui pouvait faire le poids. Mais ce n'est pas grave. Mais le vrai problème, c'est que lorsqu'on a organisé la faillite des médias indépendants. Organisé de quelle manière? Organiser la faillite des médias indépendants n'est pas difficile. Je veux dire que une bonne partie de un journal, prenons l'exemple, un journal c'est simple, un journal vit des publicités et des ventes au numéro par exemple. Il suffit que tout le système public décide de ne pas faire de publicité. Donc, entre l'État et ses ramifications, c'est facile. C'est facile. Donc, je pense que la paupérisation des médias indépendants n'est pas une chose innocente. Mais passons là-dessus, parce que normalement, on doit pouvoir aussi interroger le mode de gestion des responsables que nous sommes. Exactement. Donc, voilà. Donc, mais stratégiquement, on sait aussi que si économiquement nous sommes affaiblis, ça veut dire que nos voix vont porter également moins. Donc vous voyez, au fil des années, il y a eu cet affaiblissement-là. On ne sait pas à qui ça profite, parce qu'en réalité, les snipers qui se sont installés dans la profession, à la fin, et qui ont été utilisés, je dois le dire, par, je ne dirais pas par le gouvernement en tant que stratégie, mais par des personnes qui appartiennent au gouvernement. Ces snipers-là qui ont été utilisés ne sont pas fiables. Et précisons pour nos téléspectateurs, au Cameroun, il existe un nombre incalculable de journaux. Voilà. Donc, ces snipers qui ont été utilisés, la presse à gage qui a été utilisée, elle n'a pas d'amis. Donc, aujourd'hui, vous payez quelqu'un pour flinguer votre ennemi, et demain, c'est vous qui serez également flingué. Donc, ça a créé dans une situation où, finalement, on est dans un jeu d'ombre où on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui tire sur qui, bref. Voilà. Donc, les quelques organes de presse qui veulent maintenir
la tête hors de l'eau. C'est impossible qu'ils... C'est ça, c'est eux maintenant qui sont économiquement complètement à genoux. Et donc vous attendez du gouvernement une forme d'aide économique, de soutien. Mais c'est ce qui se fait dans toutes les démocraties. C'est ce qui se fait dans toutes les démocraties. C'est-à-dire que vous regardez, prenons la France, puisqu'on aime beaucoup parler de la France chez nous. Sarkozy, en son temps, avait mis sur pied un plan qui incluait l'achat d'un certain nombre d'exemplaires de journaux. Si vous allez dans une université aujourd'hui en France, vous voyez qu'on achète tous les quotidiens pour les étudiants, pour les former, pour que les étudiants forment leur jugement. Ça, c'est fait sur les deniers publics. Ça, c'est l'information, la formation de la jeunesse. Ça, c'est un ensemble de choses. Bon, écoutez, ce sont des pistes qu'on a, explorées, un peu partout. Et voilà. Donc, nous ne sommes pas dans une position de mendicité, non. On n'est pas dans une position de mendicité. On est dans une position où la presse, l'école et un autre ensemble d'autres institutions sont là pour former les citoyens, former et informer les citoyens. Donc, oui, nous avons également droit à, nous participons de la reliance sociale, nous avons droit à cet accompagnement du gouvernement. Un accompagnement aussi professionnel. Il faut dire qu'il y a beaucoup de journaux, des informations qui circulent, qui ne sont pas traitées de manière professionnelle dans la presse camerounaise. Non, il faudra dire qu'on est vraiment dans une situation où entre ce qui sort des réseaux, entre les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte et autres, je pense qu'on est même parti sur, il faut rééduquer même d'ailleurs le public. Il faut que le public réapprenne à s'informer. Il faut que le public réapprenne à s'informer. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin et tout ce qui passe dans les groupes WhatsApp, tout ce qui passe sur Facebook, tout ce qui passe sur Twitter, tout ce qui... Vous ingurgitez tout ça, ce n'est pas possible. C'est comme si vous êtes un individu, vous vous levez le matin, vous commencez à manger tout ce qui vous tombe sous la main. Vous n'allez pas vous en sortir, vous allez mourir. Parce que ce n'est pas possible ainsi. Il faut sélectionner ce que l'on consomme. Quand on sélectionne ce que l'on consomme sur le plan alimentaire, on doit aussi sélectionner ce que l'on consomme sur le plan de l'information. On ne consomme pas tout. On ne consomme pas tout. Donc je pense qu'on a une rééducation de la société, des individus, à l'information. Amad Mana, merci d'avoir répondu aux questions de La Voix de l'Amérique. Merci également à La Voix de l'Amérique.